Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo. Quatrième sujet donc, Robert Dussé appelle l'ONU à reconnaître l'esclavage comme un génocide. Le ministre togolais des Affaires étrangères était à La Havane, à Cuba, pour la conférence internationale Cuba 2025, conférence qui marque la fin de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Et c'est à l'occasion de cette conférence que, prenant la parole, le chef de la diplomatie togolaise a exhorté les Nations Unies à reconnaître l'esclavage comme un génocide et déclare, je cite, « Nous devons avoir le courage de le dire, et d'apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants que l'esclavage contre les peuples d'Afrique est un génocide et ce génocide doit un jour être reconnu par les Nations Unies. » Une portion donc de cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Togo que nous allons analyser avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. L'esclavage, on en a longtemps parlé dans les cours d'histoire et à chaque occasion où la question se présentait. Pour Robert Dussé, il s'agit d'un génocide et il faut que les Nations Unies le reconnaissent. Quelle serait l'utilité et pourquoi un tel appel lancé par les chefs de la diplomatie togolaise? Non, je pense que c'est le cadre qui s'y prête réellement, comme vous l'avez dit, sur invitation donc de son homologue, le ministre des Affaires étrangères donc du Cuba, Monsieur Bruno Rodriguez Parreira, donc dans le cadre donc de cette conférence des Afro-descendants, dont le thème est décennie des Afro-descendants, égalité, équité, justice sociale. Donc quand on parle des questions d'Afro-descendants, on parle véritablement de toutes ces personnes-là qui sont des descendants des esclaves. Et vous savez que l'Afrique a été, on peut dire ça, un terreau fertile, a été un lieu où on venait puiser à volonté, et on transportait nos ancêtres donc vers l'Amérique pour y travailler véritablement. Beaucoup vont s'interroger, qu'est-ce que Robert Dussé allait chercher là-bas? Pourquoi est-ce qu'il met sa bouche dedans? Est-ce que cela apporte quelque chose aux Togolais? Je pense qu'il faudrait rappeler à nos concitoyens qu'en réalité, quand on est ministre des Affaires étrangères, on s'intéresse aux questions internationales, on s'intéresse à l'actualité internationale. Et étant la porte ouverte du Togo sur le plan international, il est normal que lorsqu'il participe à de telles rencontres, qu'il donne la position du Togo, parce que les propos que monsieur Robert Dussé tient, le professeur Robert Dussé tient, engagent le Togo, engagent les autorités togolaises, engagent le président de la République, et donc engage donc notre pays. Et donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est le cadre qui s'y prête réellement. Et par rapport à la thématique, il était important que le ministre des Affaires étrangères donc du Togo, Robert Dussé, puisse tenir des propos allant dans le sens donc de la période de l'esclavage véritablement. Et vous savez que nous avons eu beaucoup d'informations à l'école sur cette question de l'esclavage, les conséquences de l'esclavage, les causes de l'esclavage, qu'est-ce que cela a apporté véritablement à l'Afrique. Qu'est-ce que nous avons pu tirer donc de l'esclavage véritablement. Et c'est normal. Et quand vous regardez un peu les traitements inhumains dégradants dont a fait l'objet nos ancêtres, donc tous ceux qu'on transportait de l'Afrique vers le nouveau continent, vers les États-Unis, vers le continent américain pour y travailler. Quand vous regardez non seulement dans quelles conditions on les recrutait, comment on les transposait, et aujourd'hui quand vous faites le tour sur l'Afrique, dans la plupart des pays, quand vous allez au Sénégal, vous allez à l'île de Gorée, vous verrez, vous allez voir les conditions dans lesquelles on les mettait dans les même bateaux ici, également. même ici au Togo. Vous allez à Goudrafort, vous allez voir la maison des esclaves également. Dans quelles conditions on les traitait. C'est véritablement des traitements inhumains et dégradants. Et quand vous prenez aujourd'hui le cadre juridique international, la plupart des textes internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Charte des Nations Unies, que ce soit les deux protocoles, les protocoles de 1966, vous verrez qu'en réalité, tout ce qui a été fait au cours donc de cette période de l'esclavage sont proscrites donc dans ces différents tests-là. Donc sur la base de tout cela et sur la base de ce que nous avons subi comme préjudice, je pense que c'est légitime. C'est légitime que le professeur Robert Dussé puisse dire qu'en réalité, il faudrait qu'un jour
qu'on reconnaisse que l'esclavage est un génocide et que ceux qui sont responsables de l'esclavage et de la colonisation doivent sortir du déni de cette responsabilité. Je pense que c'est tout à fait exact. Et parce qu'en réalité, quand vous regardez, ce ne sont pas les Nations Unies qui sont responsables donc de l'esclavage. Les pays qui ont contribué véritablement à faire subir cela aux Africains, on les connaît. Ils se connaissent aujourd'hui. Et cela fait partie de leur histoire. Et maintenant, pourquoi il va demander cela aux Nations Unies? Quel rôle vont jouer les Nations Unies pour que ces pays puissent prendre leurs responsabilités? Parce que vous savez, Monsieur Guillaume, vous savez que toutes les questions internationales se discutent au niveau donc des Nations Unies. Il y a différents organes des Nations Unies. Donc c'est véritablement la plateforme idéale pour discuter de ces sujets-là, pour reconnaître officiellement, parce que quand on parle de l'Organisation des Nations Unies, on parle véritablement de tous les pays du monde pratiquement. Et donc il est important que, peut-être pour lui, que les Nations Unies donnent le ton véritablement, parce que la question est posée véritablement entre les relations entre les pays africains et puis les pays occidentaux, notamment la France, et qui a joué également un rôle dans cette période sombre de notre histoire. Question de l'esclavage sur le continent africain. Quand vous regardez au niveau donc du Sénégal, qui était le point de rassemblement des esclaves, donc de nos ancêtres qu'on rapatriait pour les rembarquer dans les bateaux pour aller leur faire travailler. Et on appelle ça des travaux forcés véritablement. On te tabasse Maintenant, les Nations Unies vont faire quoi? On aurait pu demander peut-être aux pays qui ont contribué à cet esclavage-là de prendre leurs responsabilités directement. Pourquoi passer par les Nations Unies? Parce qu'en réalité, ceux qui ont été victimes de ce phénomène-là, lorsqu'ils vont exposer le sujet donc au niveau des Nations Unies, avec un exposé de motifs, tous les pays qui ont été impliqués seront cités et vont venir à la tribune des Nations Unies pour reconnaître solennellement que nous reconnaissons que à un moment donné, nous avons pratiqué un certain nombre de comportements en Afrique qui ont porté préjudice donc au peuple africain, notamment dans cette période sombre donc de l'esclavage. Et donc en reconnaissant cela, comme le ministre des Affaires étrangères Robert Dussel a dit, ils sortent de leur déni de responsabilité, ils reconnaissent officiellement qu'ils sont responsables donc de ces pratiques inhumaines et dégradantes qu'ils ont eu à perpétrer sur nos ancêtres, et cela permet à ce qu'on déclenche le processus de réparation de tout ce que nous avons eu à subir. Donc la finalité, c'est plutôt la réparation. Absolument. Alors Robert Kosigan, côté le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé à La Havane a appelé les Nations Unies à reconnaître l'esclavage comme étant un génocide. Pourquoi aller faire cet appel là-bas à Cuba et surtout à l'endroit des Nations Unies? Il n'a fait que montrer à la face du monde combien de fois les droits des Africains par le passé ont été bafoués par le biais de l'esclavage, et la dignité de l'Africain a été piétinée et son honneur bafoué. Il a même révélé que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, que c'est plutôt Moussa Bakri qui était Mansa II du Mali, pour dire que voilà, les Africains aussi sont des grands voyageurs et avaient fait des découvertes, mais comme ils ne sont pas parmi les privilégiés, la classe qui gouverne le monde, on les a oubliés. Voilà. Maintenant, s'ils demandent à ce que l'ONU puisse porter alors cette récrimination, c'est pour peut-être permettre à l'ONU, par peut-être sa commission d'experts qui alors de temps en temps sur les droits de l'homme, légifère sur les droits de l'homme, voilà, de contraindre les pays qui ont fait l'esclavage ou qui ont été à la base de la promotion de l'esclavage de peut-être payer les préjudices au peuple africain. Voilà. Mais je ne pense pas que... Pourquoi ne pas s'adresser directement à ces pays, en fait? Pourquoi passer forcément par les Nations Unies? Est-ce que les Nations Unies auront un rôle spécial à jouer, à part le fait de reconnaître les Nations Unies réunit en son sein tous les pays africains, il a lancé le débat pour que voilà, le débat peut-être soit développé dans les commissions onusiennes, voilà, qui traitent des droits de l'homme et des pays et autres, pour que voilà, vous savez, en dehors de cette initiative, il y a des pays comme la France et autres qui ont reconnu
alors leurs torts qui ont causé aux Africains par le truchement de l'esclavage. Donc moi je dis ce n'est qu'une manière de réveiller l'attention de tous les pays qui sont au sein de l'ONU pour que voilà ceux qui étaient ont pris part activement à cette traite négrière puissent alors réparer les torts qu'ils ont causés aux pays africains. Donc moi je pense quand même que vous savez il était aussi emporté par les termes qu'avait utilisé je pense le vice-président de la Cuba qui était encore sur ce registre-là. Vous savez que jusqu'alors la Cuba est sous embargo américain et donc tout ça là font mal à tous ceux qui sont des Africains parce que vous savez les esclaves noirs étaient récupérés en Cuba. Et donc, la Cuba est devenue comme une terre d'accueil pour les opprimés africains. Voilà. Alors, Samir, quelque chose à ajouter? Absolument. Je pense qu'il est important de préciser qu'en réalité, c'est vrai, l'esclavage a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous portons encore les séquelles donc de cette période-là. Nous n'en sommes pas fiers, mais ça fait partie également de notre histoire. Mais il y a également d'autres réalités. C'est pour cela que à cette rencontre, je dirais, à cette rencontre de l'histoire, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a observé que la lutte contre le racisme et la discrimination engage les pays africains et ceux abritant les populations d'ascendance africaine à s'unir et à fédérer leurs efforts pour adresser d'une voix leurs préoccupations face à cette cause commune. Elle implique surtout la réparation des injustices historiques subies par les populations africaines et d'ascendance africaine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez certains pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, comme Jamaïque, Cuba, le Brésil, tous ces pays-là, vous allez retrouver les États-Unis, vous allez retrouver une communauté noire, une forte communauté noire. Les États-Unis qui ne font pas partie de l'Amérique latine, mais bon, oui. Qui ont des origines, bon, de l'Amérique, on va étendre voilà. véritablement. Donc, qui ont des origines soit béninoises, soit togolaises, soit sénégalaises. C'est pour dire que là, ben c'est l'esclavage qui a conduit à cela, qu'on puisse avoir une partie de notre communauté un peu partout au niveau donc du continent américain. Et donc la question de l'esclavage, la question de l'esclavage nous a créé un préjudice. Et pour le professeur Robert Doucet, il dit que cela implique surtout la réparation de ces injustices. Même au-delà donc de ce préjudice que nous avons subi, nous continuons par subir, notamment ceux qui ont la race noire, la question de racisme. Quand vous regardez un peu, quand vous voyez un peu l'actualité, comment est-ce qu'un noir peut se faire tirer dessus comme ça, parce qu'il est noir véritablement. Vous avez des manifestations qui ont eu lieu au niveau donc des États-Unis d'Amérique. Vous avez en Europe certains de nos frères joueurs qui sont victimes donc du racisme, qui sont victimes de la discrimination, même ceux qui sont nés dans ces pays-là. Mais le seul fait qu'ils ont la peau noire, mais ce n'est pas de leur faute. S'ils sont français ou s'ils sont allemands ou s'ils sont américains et ils ont la peau noire, c'est parce que l'esclavage à un moment donné a contribué à ce que la communauté, parce que après la fin de l'esclavage, la plupart ils ont quitté le continent africain depuis de longues années. Donc ils ont élu domicile là-bas, donc de génération en génération ils se sont perpétués véritablement. Donc c'est pour dire qu'en réalité il est important que, parce que la question de la gouvernance, c'est aussi l'histoire. C'est aussi reconnaître qu'à un moment donné, vous avez porté un préjudice à un peuple. Vous êtes venus s'aimer du désordre sur ce continent-là. Vous les avez exploités véritablement sans toutefois avoir que ces peuples-là aient un retour adéquat, sans toutefois qu'ils bénéficient véritablement de cela. Parce que nos frères et nos sœurs et nos parents qui sont allés travailler dans les plantations sur ce continent-là, ils n'ont pas, ils n'étaient pas traités comme des ouvriers véritablement. Ils n'avaient pas un revenu adéquat. On les exploitait comme des esclaves, donc comme ceux qui étaient de race inférieure. Parce que à l'époque, le blanc se considérait comme supérieur au noir. C'était la race par excellence. Donc le noir n'avait pas véritablement cette force-là à s'imposer. Et il était, du moins comparé à du néant,
payant véritablement. Et donc, je pense qu'il faut d'abord reconnaître qu'à un moment donné, vous avez porté un préjudice à un peuple véritablement, au peuple noir, et vous devez contribuer, vous devez assumer cette responsabilité-là, mais également réparer donc ce préjudice-là. Et donc, comme on le dit, si le blanc il a pu venir facilement sur le continent africain et faire embarquer nos ancêtres, c'est parce qu'à un moment donné, comme on le dit, on ne peut pas venir chez vous pour vous atteindre si certains de vos frères, de vos sœurs ne vous vendent pas à vil prix. Et vous savez toute l'histoire qu'il y a autour. Les rois à l'époque, comment ils donnaient les personnes les plus vaillantes, les gens qui avaient la force de travailler, en contrepartie de quoi? Des miroirs, du sucre, des trucs qu'on ramenait donc de l'Occident. En tout cas, c'est ce qu'il nous est dit dans les cours d'histoire. On verra bien si c'est effectivement... C'est vrai qu'à côté, il y a d'autres communautés africaines qui ont été forcées, mais c'est parce que nous avons des leaders qui ont facilité, donc, parce qu'on dit, ils sont amis avec le blanc, donc ça veut dire qu'ils ont une proximité avec le blanc. C'était un privilège à l'époque pour certains de nos ancêtres. Donc je pense que nous aussi, en tant qu'Africains, nous avons une part de responsabilité, parce que même si à côté, beaucoup de nos ancêtres ont résisté, d'autres ont contribué à faire perdurer ce système-là, et à ce que l'Afrique soit vidée de ses forces vaillantes. Et si nous sommes nous sommes en l'état actuel où nous ne sommes pas développés convenablement, c'est aussi lié à l'esclavage qui nous a dépouillés de nos forces vaillantes, des gens qui étaient capables de travailler pour le développement de l'Afrique, mais ils sont allés travailler pour d'autres contrées comme les États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, pour aller aux États-Unis, c'est compliqué. C'est comme si nous allions pour aller là-bas, il faut faire des croisées-mains et tout cela. Je pense que tout ça là, doit cesser, et les Occidentaux doivent reconnaître donc leur responsabilité dans cette pratique donc de l'esclavage. Robert Kosigan, écoutez, Samir pense que l'Afrique aussi a sa part de responsabilité, même si c'est pas au même degré que les autres continents, l'Europe et l'Amérique. Vous savez, comme on le dit, c'est la souris de votre chambre qui va vous vendre à la souris de dehors. Vous savez, l'Afrique a beaucoup de responsabilités. Il ne faut pas toujours jeter la pierre aux autres. Parce que si les esclavagistes qui sont arrivés sur la côte africaine, s'ils n'ont pas trouvé de répondants parmi les Africains, je pense quand même que leur commerce ne pourra pas prospérer. Parce que la mentalité africaine regorge une certaine sauvagerie. Sinon, comment vous pouvez mettre... quand même. Ah oui, mais le mot n'est pas exagéré. Comment vous pouvez mettre un enfant au monde et le vendre aux Blancs contre le tabac ou contre le miroir Des fois, ce n'est pas les parents qui vendaient forcément. Mais certains parents continuent par le faire jusqu'alors. Jusqu'alors, il y a nos polices qui arrêtent aux frontières alors des gens petits qui enfants qui sont trafic humain. On continue pas à parler de traite humaine, de trafic humain et tout. Donc ça voudrait dire qu'il y a des parents qui continuent alors pas vendre leurs enfants jusqu'à nos jours. Des fois, ils ne savent pas que c'est pour des choses comme ça. Mais dans les temps passés, c'est nos parents aussi, des bras valides, qui attachaient les autres, qui les enchaînaient. Le blanc ne le faisait pas. D'autres même qui accompagnaient les gens là jusqu'à les mettre peut-être dans des bateaux et tout pour qu'ils partent. Et là, moi j'ai dit, ça, c'est le mot, bon, vous avez dit le mot sauvagerie est trop fort, mais moi je pense quand même que l'Africain a un corps qu'on ne comprend pas. Et cela continue jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'on dit, les gens sont venus faire la traite négrière, mais nous les avons aidés. Ah oui, à les amener de village en village pour que voilà, les bras valides alors soient ciblés, arrêtés, enchaînés, et d'autres mettaient même à contribution les forces mystiques africaines pour que voilà, les gens puissent être dociles et qu'on les amène. Ça, c'est la responsabilité africaine que nous ne devons pas nier. Et nous devrons aussi revenir, nous mettre en cause pour que voilà, on puisse citer certaines choses. Parce que vous voyez, il y a des gens, même dans nos villages, et dans nos villes et autres, il y a de nos compatriotes, il y a de nos frères, il y a de nos voisins qui partent peut-être étudier en Europe, ils reviennent, ils deviennent des grands commis, mais accéder chez eux n'est pas possible. Ils vous traitent comme par le passé. On vous voit comme des indigents.
Et c'est le monsieur là, vous pouvez même aller lui demander à lui nettoyer peut-être le jardin, il va vous demander d'amener vos diplômes. Voilà, ça continue. Et c'est ça qui fait le frein. C'est ça aussi qui fait que quand on nomme des commis à des postes de responsabilité, ceux qui sont partis apprendre à l'Occident, ils ne l'impriment pas ici. Sinon, il y a des Africains qui ont fait des écoles avec, qui ont fait l'ENA ensemble avec, comment on l'appelle, Jacques Chirac, avec François Hollande et tout. Mais quand ils sont aussi devenus des dirigeants africains, mais ils n'ont pas fait la même chose que les autres ont fait. Ça veut dire que cette mentalité-là qui a fait que nous-mêmes, nous avons alors donné nos parents, nous avons donné les nôtres aux esclavagistes, nous continuons pas alors à affaisser l'intelligence et le développement de nos pays. Pas cette méchanceté-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons bientôt terminer cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samir Ourossama. Monsieur Guillaume, permettez-moi de profiter de votre tribune pour rappeler que cette semaine, Lomé, la capitale donc, du Togo, a abrité la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la conférence interafricaine donc de prévoyance sociale CIPRES. Donc cette rencontre a été précédée donc d'un forum de haut niveau sur la protection sociale. Donc les différents experts venus des différents membres des pays membres donc du CIPRES ont discuté sur des stratégies pour le développement et le financement de systèmes de protection sociale complets et efficaces en Afrique. Et vous savez que cette rencontre intervient au moment où le Togo est en train de mettre tout en place pour améliorer la couverture sociale de ses citoyens, en particulier les populations vulnérables. Vous avez donc l'AMU, l'assurance maladie universelle, un système visant à garantir un accès équitable donc aux soins de santé pour tous sans distinction de statut social et à réduire les barrières financières à l'accès aux services médicaux. Je voudrais donc saluer ici le travail remarquable que le ministre de la réforme du service public du travail et du dialogue social, monsieur Gilbert Bahora, est en train de faire au niveau donc de son ministère et de façon globale dans la modernisation et le renforcement des prestations de services fournis par les agents de l'État. Et saluer tous les efforts des membres du gouvernement qui ne ménagent aucun effort pour traduire dans les faits la vision éclairée du président de la République, Faure Gnassingbé, en matière de prise en charge efficace de nos populations. Je pense qu'il faudrait, comme je l'ai toujours dit, la mise en œuvre d'une telle réforme. Il y a toujours des lacunes au tout début, mais je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, ces lacunes vont être corrigées, que les populations vont continuer par bénéficier des différentes prestations, que ce soit dans le cadre de l'AMU, que ce soit dans le cadre de la protection sociale de façon globale, confiée à l'INAM et puis à la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Robert Kossigan, que étaient vos mots de fin? Je voudrais prier le gouvernement à assainir les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux au Togo, parce que si vous observez le caractère violent et le caractère belliqueux par lequel les jeunes utilisent les réseaux sociaux, si rien n'est fait, si le législateur n'élabore pas des lois qui alors assainissent un peu l'utilisation de ces réseaux sociaux, nous allons voir que les jeunes alors auront peut-être à créer des camps qui vont s'affronter dans ce pays. Parce que les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui pour alors vilipender les jeunes. Les jeunes se vilipendent, ils se mettent à nu. Si nous prenons par exemple l'organisation de la foi Togo 2000 de la fois dernière, c'est grave. Hein? Là, il faut revoir, il faut faire des réformes au niveau de l'éducation de nos enfants dans les écoles. Moi, j'ai dit, si notre particularité togolaise demande à ce que c'est le bâton qui fasse alors connaître le rôle et les devoirs de l'enfant, pourquoi ne pas alors ramener le bâton à l'école? Parce que ça va dans tous les sens. Quand vous visitez la foire de la fois dernière, moi je pense quand même que les jeunes vont à la dérive si rien n'est fait. Parce que l'avenir de ce pays, c'est les jeunes.
Mais si on les laisse dans ces conditions de vie et où les jeunes touchent ce qu'ils ne doivent pas toucher et ne respectent plus les âgés, ne se respectent plus, ne connaissent plus la dignité et il n'y a plus aucun respect pour les mœurs, je me dis le pays va à la dérive si rien n'est fait. Il faut élaborer des lois, il faut faire revenir le bâton dans les écoles pour que l'éducation soit rattrapée, sinon nous allons à la dérive. Merci beaucoup. Et l'électricité pour Gricamé, s'il vous plaît. Ah oui, j'allais vous le rappeler. Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci Neo TV. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Gaston Afanou, Florent Ekouekoué, Senyo Wampa et Richard Amedessou à la diffusion. Merci également à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.